Voici aujourd'hui le deuxième volet que le dessous des cartes consacre à l'Inde. Je vous ai parlé d'économie mondialisée. Dans un prochain numéro, je vous parlerai des révoltes paysannes dans ce pays. Et aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi l'Inde a changé de politique étrangère. L'Inde fait 3,3 millions de kilomètres carrés. Elle a 1,2 milliard d'habitants. C'est la deuxième population mondiale derrière la Chine qu'elle aura dépassée dans 20 ans. La croissance est très soutenue, le pays est désormais la quatrième économie mondiale en parité de pouvoir d'achat, et en même temps, plus de 75% de la population indienne vit avec moins de 2 dollars par jour. C'est l'un des énormes paradoxes et bien sûr problèmes de ce pays. Alors ce pays a beaucoup changé en 10-15 ans, et il a totalement redéfini sa politique étrangère et économique en fonction de 3 axes majeurs. Rapprochement avec les États-Unis, prise en compte du voisinage asiatique et le contrôle de l'océan Indien, et dialogue sud-sud avec les pays en développement et émergents. Alors commençons par les États-Unis. Les attentats de septembre 2001 ont changé la donne internationale, mais aussi la donne régionale, et ont rendu logique un rapprochement entre l'Inde et les États-Unis. Alors pourquoi? Parce que pour Washington, il devenait urgent de trouver un partenaire fiable dans la région, du fait du terrorisme islamiste, et de l'incapacité d'Islamabad de contrôler les zones frontalières avec l'Afghanistan. Et pour l'Inde, l'attentat contre le Parlement de Delhi en décembre 2001, attribué à des groupes islamistes soutenus par le Pakistan, prouve qu'il y a désormais convergence d'intérêts entre l'Inde et les États-Unis. Et puis à cela s'ajoute l'émergence de la puissance chinoise que Washington et Delhi souhaitent, l'un comme l'autre, contenir. Alors l'Inde est analysée par la diplomatie américaine comme le partenaire idéal pour aider à stabiliser la région. Alors, premier changement de cap, le nucléaire civil, car il est révélateur de l'évolution des relations entre les deux grands pays. Regardez la carte des installations nucléaires civiles en Inde et les usines d'enrichissement. L'Inde, pour développer sa propre bombe, a toujours refusé d'être signataire du TNP, du traité de non-prolifération, et donc Delhi est tenu à l'écart de toute forme de coopération technologique, de même que le Pakistan. Dotée d'un arsenal nucléaire, l'Inde réalise un premier essai en 1974, puis un autre en 1998, et est donc vue comme un État proliférant potentiel. Or, par l'accord américano-indien de 2006, la voilà reconnue comme une puissance nucléaire responsable. La communauté internationale l'autorise à importer des technologies sensibles, et elle peut bénéficier d'une assistance financière dans ce secteur, à la différence d'Islamabad. Alors pour Delhi, l'avantage est double. Sur le plan symbolique, elle voit reconnu son statut nucléaire, et sur le plan pratique, elle peut développer ses capacités énergétiques dans le nucléaire civil pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures, qu'elle importe à hauteur de 70% de sa consommation. Donc, le deuxième volet de sa politique extérieure est précisément dicté par les contraintes énergétiques, donc par la prise en compte du voisinage immédiat. Alors changeons d'échelle. La coopération avec ses voisins dans le sous-continent indien est essentielle pour New Delhi pour assurer cet approvisionnement énergétique dont le pays est très dépendant. Et l'approvisionnement gazier venant des ressources découvertes en Asie centrale est tributaire de la diplomatie. À l'ouest, la fourniture de gaz venant de l'Iran par le gazoduc de la paix pourrait partir de l'Iran, traverser le Pakistan par le Baloutchistan pour arriver en Inde. Or, les États-Unis sont opposés à ce projet d'infrastructure pour maintenir l'isolement de l'Iran sous le coup des sanctions votées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis proposent en alternative le projet TAPI, c'est-à-dire Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde. Le projet est ancien. Des négociations avaient déjà eu lieu entre l'administration Clinton et le régime taliban en 1996 pour faire passer le gazoduc par l'ouest de l'Afghanistan. Et le facteur énergétique est d'ailleurs toujours l'un des mobiles pour tenter de stabiliser la situation en Afghanistan aujourd'hui. À l'est, c'est-à-dire de l'autre côté de la péninsule, il y a la Birmanie et ses richesses gazières. En 2006, un accord indo-birman prévoyait la construction d'un gazoduc de 850 km via le Bangladesh. Or, le projet a été abandonné suite aux exigences financières de Dhaka pour les droits de passage du gazoduc. Le marché a finalement été remporté par Pékin, qui a pu signer un accord avec la junte pour importer le gaz birman vers le Yunnan. Alors d'autres tracés sont envisagés aujourd'hui, dont un long de 1200 km et qui devrait permettre de contourner le Bangladesh.
Alors les nombreux foyers de crise qui persistent dans la région ont des impacts directs sur la politique régionale de l'Inde. En Afghanistan, guerre entre les mouvements de guérilla et les troupes de l'OTAN, et Delhi a un rôle important dans la collecte de renseignements et l'aide au développement. Le Pakistan ne contrôle pas les zones tribales et conserve un litige frontalier direct avec l'Inde sur le Cachemire, qui est non résolu depuis 1947. Au Népal, la guérilla maoïste peut ressurgir à nouveau. Il y a l'insurrection naxalite en Inde, je vais vous en parler en détail dans un prochain numéro. Au Sri Lanka, il y a l'insurrection étouffée des tigres tamouls. Il y a les troubles politiques au Bangladesh, le long duquel l'Inde construit une barrière de séparation physique. En Birmanie, on trouve la dictature de la junte, contre laquelle Delhi n'intervient pas lorsqu'il y a contestation de civils qui sont violemment réprimés. Et puis bien sûr la Chine, avec laquelle le contentieux de souveraineté persiste sur deux fronts, sur le plateau, le Laksai Chin, revendiqué par Delhi, et sur l'Arunachal Pradesh, revendiqué par Pékin. Alors on le voit bien avec cette carte, Delhi est au centre d'une vaste zone de tension, de foyer, avec son environnement régional. Et puis il convient de parler aussi du front maritime dans l'océan Indien. La Chine a mis en place un certain nombre de prépositionnements dans l'océan Indien. On voit sur la carte ce qu'on appelle le collier de perles, un réseau de bases navales et de facilités portuaires chinoises très présent dans l'océan Indien jusqu'à l'entrée du détroit d'Ormuz. Et dans cet océan Indien, considéré par Delhi comme une zone de sécurité régionale, il y a perception d'une stratégie chinoise d'encerclement. Alors en réponse, Delhi a développé une diplomatie navale avec une présence sous forme d'escorte de navires commerciaux pour protéger des actes de piraterie qui sont très nombreux dans le détroit de Malacca, à l'est, et plus encore dans le golfe d'Aden, à l'ouest. Présence aussi pour l'accompagnement d'opérations humanitaires après le tsunami de 2004 dans l'océan Indien, pour l'évacuation de ressortissants indiens, sri-lankais et libanais, lors de la guerre au Liban en 2006, ou encore après le cyclone Nargis en Birmanie en 2008. Donc, si je résume, États-Unis, vision régionale, maintenant troisième axe de la diplomatie indienne, le dialogue sud-sud. Au sein de l'Organisation mondiale du commerce, Delhi joue tantôt aux côtés des pays les plus pauvres, en particulier pour le secteur agricole, tantôt du côté des émergents, comme le Brésil et l'Afrique du Sud. Avec ces deux États, elle a créé formellement un forum de dialogue nommé IBSA pour India, Brazil, South Africa, afin de renforcer leur poids face aux pays développés via la création d'un marché de plus de 1 milliard de personnes, 1 200 milliards de dollars de PNB et 300 milliards de dollars pour le commerce extérieur. Avec ces mêmes États, plus le Japon, Delhi demande au Conseil de sécurité des Nations Unies 6 nouveaux sièges permanents, un pour chacun des 4 membres de la coalition et 2 pour 2 pays africains à déterminer. Et la revendication indienne est désormais appuyée publiquement par l'administration américaine de Barack Obama. Et puis enfin, l'Inde a convoqué en 2008 à New Delhi un premier sommet indo-africain qui a réuni 14 représentants des membres de l'Union africaine. Delhi cherche à s'assurer un accès préférentiel aux ressources minières et énergétiques de l'Afrique en échange d'un accroissement de l'aide et d'une entrée facilitée sur le marché indien des exportations des pays les moins avancés, dont les 2 tiers sont africains. Et sur place, l'Inde peut se prévaloir d'une présence ancienne sur le continent africain grâce à sa diaspora. Alors justement, pour bien comprendre la politique extérieure indienne, il est important de penser à la dimension diaspora. Celle-ci représente une forme d'influence douce. On peut repérer sur la carte 3 grandes vagues migratoires historiques. D'abord, les migrations très anciennes de commerçants du sous-continent, qui, suivant les moussons, s'installent dans le sud-est asiatique à partir du VIe siècle. Puis, les migrations de travail sous la période coloniale, qui voient les Indiens partir dans la Caraïbe pour se substituer aux esclaves noirs affranchis, ou dans l'ensemble de l'Empire britannique comme auxiliaires coloniaux, comme on les appelait alors, en Afrique et en Asie. Et puis il y a les migrations de la deuxième moitié du XXe siècle vers les pays pétroliers du Golfe ou les pays riches d'Europe et d'Amérique du Nord. Cette émigration indienne, commerçante, souvent très bien formée, comme le prouvent les migrations d'ingénieurs et d'informaticiens en Europe et dans la Silicon Valley,
fait un vrai travail d'influence de type économique et culturel. Aux États-Unis, la diaspora indienne installée est plus jeune et mieux formée que la moyenne nationale. Avec par exemple ces chiffres, 24% des citoyens américains de plus de 25 ans ont un niveau d'études égal ou supérieur à la licence, et ce chiffre monte à 64% pour les Américains d'origine indienne. Donc si je me résume, une politique d'alliance avec les États-Unis, une forte rivalité avec la Chine, mais pas d'opposition frontale, une stratégie d'alliance aussi avec les émergents, comme le Brésil ou l'Afrique du Sud. En fait, la stratégie diplomatique indienne est très pragmatique, et puis son influence culturelle est vraiment très grande. Je vous rappelle que c'est la première industrie cinématographique au monde. Vous voyez, aujourd'hui, je suis au musée Guimet, qui est le musée des arts asiatiques à Paris, au Trocadéro, et il y a justement une programmation consacrée à l'Inde jusqu'en juillet 2011. Alors, dans un prochain numéro, je vous parlerai d'une facette de ce pays qui est très mal connue, c'est la guérilla maoïste qui, année après année, gagne sur le territoire indien. Pour approfondir votre connaissance de ce pays, je vous conseille le Dictionnaire de l'Inde contemporaine, dirigé par Frédéric Landy. C'est une véritable somme de connaissances et c'est édité chez Armand Collin.